Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 23 février. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu un émissaire du roi du Maroc. Ils ont échangé hier à la résidence du chef de l'État à Cocody. M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était porteur d'un message du roi Mohamed VI. La Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations d'amitié avec les autres pays également. Plusieurs diplomates en fonction à Abidjan ont été reçus à déjeuner par le vice-président Daniel Kablan-Duncan ce samedi 23 février. Le renforcement des liens de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire a été évoqué au cours de cette rencontre. Le dossier de ce 20h nous mènera sur la baie des milliardaires, un site paradisiaque que vous ne regretterez pas de visiter, surtout en ce week-end. La baie vous offrira son potentiel naturel. La baie des milliardaires ou Abia Tranan est prisée, mais comment y accéder? Comment les populations vivent-elles sur ce site? Réponse dans ce journal. Ces jours de vote au Nigeria, 84 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce samedi pour élire leur président, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. 72 candidats, dont le président sortant Muhammadu Buhari, sont en lice pour la magistrature suprême. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La dette qui bouleversa le monde, c'est le titre d'un ouvrage. L'auteur est avec nous, Cléblé-Louis Donatien, notre invité de la page culture de ce 20h. Il est professeur de français au lycée classique d'Abidjan. La dette qui bouleversa le monde, sa deuxième production littéraire, est un conte qui met en scène le chat et la souris, deux êtres vivants, qu'une histoire de dette va lier, mais une histoire qui va mal se terminer pour les deux amis qui deviendront par la suite de pires ennemis. Bonsoir, M. Cléblé-Louis Donatien. Bonsoir, madame. Alors, dites-nous, de quelle dette s'agit-il? Quelle dette la souris a-t-elle contracté qui bouleversa, comme vous le dites, le monde? Alors, c'est une allégorie qui présente une dette immatérielle que chaque citoyen doit à l'autre et que lorsqu'il ne rembourse pas, le monde est bouleversé. Et vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes pour parler de cette fameuse dette. À tout à l'heure, M. Cléblé-Louis Donatien. Merci, madame. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu un émissaire du roi du Maroc. Ils ont échangé hier, comme le voyez sur ces images, à la résidence du chef de l'État à Cocody. M. Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, était porteur d'un message du roi Mohamed VI. Et la Côte d'Ivoire entretient également d'excellentes relations d'amitié avec les autres pays. Plusieurs diplomates, vous allez le voir dans le reportage qui va suivre, en fonction à Abidjan, ont été reçus à déjeuner par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'était aujourd'hui, samedi. Le renforcement des liens de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire a été évoqué. On retrouve Awatouri. Le corps diplomatique et les organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, reçus à Grand Bassam par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et son épouse Aya Clarisse Duncan dans le cadre du traditionnel déjeuner de l'amitié. Initié depuis 2012 par Daniel Kablan-Duncan, alors ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, ce déjeuner annuel se veut un rendez-vous de partage et d'échange dans une ambiance fraternelle et chaleureuse. Il m'est agréable et important de constater qu'aucun nuage n'est venu altérer le cours des relations qui nous unissent et que, bien au contraire, l'année écoulée a vu se renforcer nos liens d'amitié et de coopération de façon sensible et féconde. Moment de partage et de convivialité. Ce repas est aussi, selon le vice-président de la République, l'occasion d'entretenir la flamme de l'amitié. C'est le lieu de renouveler les vifs remerciements du chef de l'État et du gouvernement ivoirien à l'ensemble de vos pays et organisations pour leur appui multiforme à toutes les avancées de la Côte d'Ivoire et particulièrement au succès de la présidence ivoirienne au Conseil de sécurité en décembre 2018. Après la belle histoire qui a été écrite dans le cadre de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, en abrégé ONUCI, cité un exemple dans l'histoire des opérations de maintien et de paix en Afrique et dans le monde, comme un success story, notre pays a su consolider ses acquis et renouer avec le développement. À cet égard, l'importante mission conduite par le Conseil de sécurité de l'ONU
les 14 et 15 février dernier, a salué la participation de la Côte d'Ivoire comme un modèle de transition fructueuse vers une paix et une stabilité durable. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a par ailleurs offert à ses invités une corbeille de chocolat made in Côte d'Ivoire et des tableaux incrustés du masque Zaouli, inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Des œuvres d'art qui évoquent l'image d'une Côte d'Ivoire unie dans sa diversité. Les Rotariens de Côte d'Ivoire organisent leur 36e réunion. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly parraine cette cérémonie. Il a été représenté par le ministre Ali Coulibaly. L'innovation majeure cette année, un panel de haut niveau animé par des membres du gouvernement sur le thème « Bâtir un développement durable avec le Rotary pour un impact réel sur les populations de Côte d'Ivoire ». Au plan économique à présent, la Direction générale du budget et des finances améliore ses prestations. La DGBF enregistre un taux de réalisation satisfaisant de 96,6% contre 85,4% en 2017. C'est ce qui ressort du séminaire bilan organisé à Yamoussoukro par les responsables. Le secrétaire d'État chargé du budget du portefeuille de l'État appelle à poursuivre les efforts. Le reportage de Kadé Sogodogo. La modernisation de l'administration, une volonté des autorités ivoiriennes qui passe par une quête perpétuelle de la performance. Du côté de la Direction générale du budget et des finances, les manches sont retroussées et les coudes serrés pour satisfaire les Ivoiriens. Le bilan 2018 est révélateur. Un taux de réalisation de 96,6%. 2017 affichait 85%. Pour 2019, le cap est maintenu. Les perspectives sont connues. En vue du basculement en mode budget-programme en 2020 et afin de garantir une bonne gestion budgétaire 2019, il s'agit notamment de finaliser le module exécution du budget de l'État, du système d'information budgétaire et exploiter le module élaboration des actes budgétaires, finaliser le projet d'instruction sur les modalités et le circuit d'instruction du budget-programme, organiser des sessions de formation, faire un suivi rigoureux de l'exécution budgétaire et enfin achever le processus d'évaluation des DAF. Témoin majeur de cet engagement de Yamoussoukro, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, exhorte la Direction générale du budget et des finances à continuer en ayant en ligne de mire le basculement en mode budget-programme. Le patrimoine de l'État, lui, doit être sécurisé. Bien évidemment, le budget-programme, qui va être certainement l'activité phare de cette année 2019. Je citerai également le patrimoine de l'État, pour lequel j'ai des attentes particulières. Tout ce qui est relatif au mode de gestion moderne de patrimoine, que nous puissions assez rapidement les adopter, que l'ensemble des mobiliers matériels soit clairement étiqueté, relié à une base de données électronique, de sorte qu'on ne soit plus capable de déplacer des objets qui se situent dans un bureau, parce qu'on aura exactement la cartographie et la répartition des biens de l'État dans tous les bureaux de la Côte d'Ivoire. Les acteurs sont prêts à relever le défi. Nous sommes tenus également de changer de mode de gestion du patrimoine pour éviter désormais que lors des passations que les choses disparaissent. Et nous nous sommes appropriés les recommandations de la hiérarchie. Nous attendons les instructions. Le séminaire bilan de la Direction générale du budget et des finances a duré 2 jours. Les travaux ont tourné autour des défis liés au basculement en mode budget-programme. Dans 24 mois, sortira de terre un stade olympique de 20 000 places qui devra accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée par la Côte d'Ivoire en 2023. Coût des infrastructures, plus de 41 milliards de francs CFA. Le lancement des travaux de construction a été lancé ce samedi par le ministre ivoirien des Sports. Le reportage de Sam Konan. Voici ce à quoi va ressembler le stade olympique de San Pedro une fois sorti de terre. Le ministre des Sports, Paulin Daon-Claude, a procédé ce jour au lancement des travaux de construction du stade olympique de San Pedro, en présence de personnalités politiques et surtout sportives
dont l'ancien capitaine des éléphants, Didier Drogba, qui a volé la vedette au cours de cette cérémonie. Le maire de San Pedro, tout en se félicitant du choix de sa commune pour abriter ce stade olympique, a décidé de participer au développement du sport dans sa cité en construisant une école de football. Nous avons décidé de construire, je dirais, l'une des plus importantes écoles de Côte d'Ivoire, ici à San Pedro, autour de ce stade, et permettre donc à des générations de jeunes d'être formés, non seulement formés intellectuellement, mais sportivement. Cette école, donc, Didier nous a donné hier soir son accord, et cette école porte donc le nom de Didier Drogba, avec pour parrain M. Adama Bictogo. Pour le conseiller commercial représentant l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la construction de ce stade matérialise une fois de plus les relations bilatérales entre les deux pays. Selon le ministre des Sports, qui a d'ailleurs remercié au nom du chef de l'État la Chine pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire, la construction de ce stade olympique va au-delà de la CAN 2023, car le président de la République, Alassane Ouattara, a une vision pour la jeunesse. Mais il y a le temps pour créer l'espérance et l'espoir. Et ce temps, il est là. Le temps est au travail. Avec le président Alassane Ouattara. San Pedro peut porter témoignage. Hier, c'était encore l'université de San Pedro. Et aujourd'hui, voilà les infrastructures sportives et d'hébergement pour San Pedro. Je suis donc particulièrement heureux. Nous voulons que le sport serve de creuset de réconciliation. Que le sport crée le sursaut national, mais aussi que le sport contribue au bien-être des Ivoiriens. Un stade olympique de 20 000 places qui sera bâti sur une superficie de 22 hectares avec 4 terrains d'entraînement et une cité Cannes de 32 villas pour un coût estimé à plus de 41 milliards de francs CFA. La livraison de ce stade olympique est prévue dans 2 ans. Et le gouvernement prend des dispositions pour permettre aux populations d'avoir des abris sûrs avant la prochaine saison des pluies. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité effectue des visites de terrain en ce moment sur les sites critiques inondables dans les communes du district d'Abidjan. À Abobo, elle a apporté son soutien aux actions d'assainissement entreprises par le maire de la commune, Ahmed Bakayoko. Le reportage de Sita Soro. Bientôt la saison des pluies. L'année dernière, la commune d'Abobo a enregistré à cette période plusieurs victimes. Pour prévenir les catastrophes liées à cette saison, le maire de la commune, Ahmed Bakayoko, a entrepris une vaste opération de déguerpissement des zones à risque. Ce sont notamment l'axe allant d'Abobo-Banco au plateau d'Okui et la zone de la CIE qui ont été déguerpis, avec d'autres actions en cours. Ici à Abobo, nous avons des grands enjeux en matière de drainage des eaux et en matière de salubrité. Nous apprécions déjà toutes les actions avec l'entreprise prestataire. Nous allons sensibiliser les populations, nous allons les former à ce qu'il y ait des brigades de salubrité dans tous nos sous-quartiers. La mairie vient d'entamer le déguerpissement de certaines voies. La voie express sera également déguerpie. Nous voulons que nos populations vivent dans de meilleures conditions. L'amélioration du cadre de vie des populations d'Abobo représente une priorité pour le gouvernement. De ce fait, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, est venue se joindre à ces actions de la mairie. Abobo est une cité dortoir, Abobo est une belle cité, mais Abobo a énormément de problèmes d'assainissement et de salubrité. Bientôt nous aurons la saison des pluies. Abobo a connu des morts l'année dernière. Le maire n'en veut plus. Il veut d'une saison de pluie qui soit vécu par les populations sans mort, sans dégâts matériels, etc., ni humains. Nous sommes venus donc apporter notre contribution avec des activités de pré-saison des pluies. Cette rencontre entre le maire d'Abobo et la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a été suivie d'une visite de quelques sites déguerpis. Et on ouvre le chapitre politique de ce 20h avec le ministre Kobena Kwasi Ayoumani qui était ce samedi dans le village de Songon-Agban. Le président du mouvement sur les traces d'Oufouette-Boigny a procédé à l'intronisation du bureau des jeunes des 25 villages de la localité. Il y a lancé le message d'unité et de rassemblement. Alexis Bouedraogo. Entre deux missions, le ministre Kwasi Kobena Ayoumani était ce samedi dans le village de Songon-Agban
Autour de lui, le tout nouveau bureau de la jeunesse du mouvement sur les traces du fouet des 25 villages de la localité. Ils sont en mission, celle de rassembler les jeunes dans le bon ton autour du RHDP. L'occasion pour le ministre d'inviter les populations à regarder à l'essentiel de développement. J'ai rappelé aux parents toutes les réalisations que le président Alassane Ouattara a faites pour toute la Côte d'Ivoire. Il suffit seulement de jeter un regard autour de nous, ici même, à Songo, pour se rendre compte de cette évidence-là. Et j'ai rappelé ça à nos parents qui, d'ailleurs, en sont heureux et fiers. Les autres bavardent, mais le président Alassane Ouattara, c'est un agent de développement. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus porter ce grand message, de dire à nos parents de ne pas se fier à ce que les gens racontent. Le président Alassane les aime, il travaille pour la Côte d'Ivoire et il n'est pas prêt d'arrêter ce travail. Heureux de recevoir le président du mouvement, les chefs traditionnels n'ont pas manqué de célébrer le ministre Adjoumani, fils de la génération Nyado Assoukou, de la catégorie des hommes sages. Il porte désormais le nom d'Adoukwa, l'homme que Dieu bénit. Et toujours sur le terrain politique, le parti Concorde vient d'organiser un meeting à Zaïboyo dans le département de Gagnoa. Une rencontre pour remercier les militants de ce parti pour leur mobilisation au cours du congrès constitué du RHDP le 26 janvier dernier. Moussa Konaté. Ils ne sont pas restés en marge de la mobilisation pour la réussite du congrès ordinaire du RHDP, le rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. À l'heure du bilan, les responsables du parti Concorde ont tenu à féliciter les militants de la région du Go pour leur adhésion à la création du parti unifié, le RHDP. Vous avez vu cette historique mobilisation du 26 janvier à Abidjan. Si tu n'aimes pas le lièvre, tu es obligé de reconnaître qu'il court vite quand même. Donc pour nous, nous sommes à l'aise. Nous pensons qu'on a la vision, on a eu le nez creux d'être dans cette position qui est la meilleure. Pour le président du parti Concorde, le RHDP sera le poumon du développement de la Côte d'Ivoire et de la région du Go. Aujourd'hui, il y a un seul endroit où il faut regarder. Il faut regarder vers le RHDP pour que la Côte d'Ivoire continue à être respectée dans le monde et de ce fait qu'on puisse continuer à attirer les capitaux pour qu'il y ait les retombées sociales que le président Ouattara a décrit dans son dernier discours. On va voir bientôt sur le terrain les retombées sociales, un vaste programme social que le président Ouattara a concocté et dont on verra les répercussions partout en Côte d'Ivoire, y compris dans le Go, très bientôt. Et loin de la scène politique, plus loin en France, le président Emmanuel Macron a procédé ce samedi à Paris à l'ouverture du Salon international de l'agriculture. La Côte d'Ivoire, notre pays, y participe pour cette 56e édition. Le thème retenu est l'agriculture, une aventure collective. Jean-Jacques Kwame est notre envoyé spécial en France. Cette force de nos terroirs, de notre pays, ne serait pas la même sans notre Europe. Et je sais que l'avenir de ce terroir français, de ces terroirs français, passe par une politique agricole européenne, protectrice, pragmatique, ambitieuse, dont nous avons besoin. C'est pour inviter les agriculteurs français à s'inscrire dans la politique agricole commune de l'Europe que le président Emmanuel Macron est venu apporter son soutien au monde agricole. Un monde qui expose du 23 février au 3 mars prochain à Paris sur les filières de l'élevage, les cultures et filières végétales, les produits des différentes régions de France et du monde, ainsi que les services et métiers de l'agriculture. On a toujours aimé. On vient pour les produits régionaux, les produits un peu de partout. Puis on aime bien, nous, tous les 2 ans, on vient. On vient, puis on vient manger ici, on vient passer du temps. Puis après acheter un peu de produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans notre région. Mais tous les ans, malheureusement, je remarque que exposant Afrique, cuisine du monde, etc., il y a quand même un peu moins de monde, malheureusement. Mais je suis quand même content de venir, de voir, de constater. Donc tous les ans, on vient au salon. On habite à 80 km de Paris et c'est le top, quoi. Vraiment, au niveau de tout ce qui est agriculture, les animaux et tout, c'est une découverte à chaque fois, quoi.
les produits régionaux et tout, c'est vraiment le top du top. 1400 exposants venus de 27 pays présentent leur savoir-faire aux professionnels, institutions et au grand public. Nous avons aussi d'autres produits dérivés des dattes, par exemple. On a le café des dattes, on a la semoule de dattes et pas mal de choses de dérivés qui peuvent être découlées de ces produits. Ce qu'on recherche sur ce salon, c'est rencontrer un maximum de personnes, échanger avec les visiteurs et présenter nos produits. La particularité de nos produits, c'est qu'ils sont conçus en plastique. Contrairement au bois, ils ont une meilleure durée de vie, ils sont plus durables, et ils sont faciles à nettoyer, hygiéniques, et nos poulaillers sont aussi anti-renard. Battre le record des visiteurs, il oscillait entre 630 et 657 000 les éditions précédentes. Cette année, l'objectif est d'atteindre les 700 000 au soir du 3 mars prochain. Voilà, et de l'autre côté du globe, au Nigeria, à ces jours de vote, 84 millions d'électeurs sont aux urnes ce samedi pour élire leur président, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Une élection initialement prévue samedi dernier, le 16 février, mais repoussée pour des raisons logistiques. 72 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, mais la véritable bataille se joue entre les candidats des deux principaux partis, le président sortant Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar, candidat du parti d'opposition, le Parti démocratique populaire. Les Sénégalais, eux, seront aux urnes demain dimanche 24 février pour élire le président de la République. Comme les scrutins précédents, celui-ci a des enjeux liés bien sûr à la bonne organisation et à la participation. L'autre enjeu reste la sécurisation, comme nous le rapporte notre envoyé spécial au Sénégal, Sidonie Davila. Plus de 6 millions d'électeurs sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche. Il s'agit d'une étape majeure dans l'évolution politique du pays. À la veille de ce rendez-vous décisif du pays de la Teranga, les citoyens se disent préoccupés par la sécurisation du scrutin. J'espère bien que le président va donner des ordres pour la sécurité des populations, parce qu'ici c'est en Afrique. Il faut mettre les services d'ordre dans les bureaux de vote. C'est ça la sécurité. Il n'y a pas de scandale là-bas. Nous, jeunes, on va sécuriser le vote, quoi. On va sécuriser le vote. Il n'y aura pas de fraude, il n'y aura rien, Inch'Allah. Parce qu'en tant que citoyen sénégalais, nous avons le devoir et l'obligation de sécuriser le vote pour que le vote se passe dans les règles de l'art, quoi. Je suis plus préoccupé pour la sécurisation des votes que la sécurisation des personnes sur le lieu de vote. La sécurisation des opérations de vote ainsi que celle des populations ne doit pas être un souci, rassurent les autorités. Le vote sera sécurisé comme il a toujours été. La question de sécurité est un droit pour les populations. Élection ou sans élection, elles bénéficient toujours de cette sécurité. Aujourd'hui, avec les élections, le même dispositif non seulement existe, mais il est renforcé pour sécuriser les populations, pour leur permettre de vaquer à leurs devoirs citoyens. Les stratégies et les moyens dont dispose le Sénégal pour sécuriser le scrutin ne seront pas dévoilés, mais rassure le sous-préfet de Dakar, les forces de l'ordre et de défense, composées de l'armée, la gendarmerie et la police, seront en nombre suffisant pour une bonne tenue d'élections libres, transparentes et apaisées. Et je vous invite maintenant à aller à la découverte de la baie des Milliardaires, un site paradisiaque que vous ne regretterez pas de visiter, surtout en ce week-end. La baie vous offrira son potentiel naturel, l'océan Atlantique, la lagune ébriée, le lac Bracré qui la baigne, presque tous les trois. La baie des Milliardaires, ou Abia Trana, est le nom du village à l'origine de ce site qui reste enclavé. Nous verrons alors comment y accéder, surtout comment les populations y vivent. C'est un dossier signé Patricia Omouitia. À l'origine, Abia Trana était un petit village de pêcheurs. Aujourd'hui, avec environ 3000 habitants, le village compte plus de 3 gros quartiers. Visité par les Occidentaux lors de leur passage en Côte d'Ivoire, le site a été baptisé Baie des Milliardaires. Il y a eu donc des touristes qui sont arrivés. Ils ont trouvé le site très beau, donc ils ont appelé Baie des Milliardaires. Donc leur présence a contribué encore au rayonnement de ce village-là. Et puis à faire parler de ce village hors même des frontières de la Côte d'Ivoire.
Donc les personnalités se sont intéressées, d'autres personnes se sont intéressées également pour résider dans cette zone. Le calme, l'air frais et l'espace lagunaire ont attiré plus d'un à bâtir leur propriété au bord de l'eau jusqu'à créer une baie, un paradis. Investir ce lieu n'est pas donné à tout le monde. Normal, le luxe a un prix. Imaginez Beverly Hills où seules les grandes fortunes peuvent avoir pignon sur rue. Bon, aujourd'hui, vous prenez le quartier Bacré, qui est juste à côté, le lot se cède à 10 millions. Maintenant, pour les parcelles non loties, l'hectare est à 100 millions. La baie des milliardaires se trouve sur une île. Pour y aller, l'accès est exclusivement réservé aux détenteurs de yachts et les moyens de déplacement sont plus fréquemment de petits bateaux ou encore des vedettes. Ce cadre féerique dénote du statut social des cadres qui y habitent ou qui vont régulièrement se reposer le temps d'un week-end. C'est un cadre idéal pour moi et c'est l'une des destinations qui m'a permis de rester en Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans. C'est vrai que la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de sites touristiques. Ben, quand on voit ici aussi, c'est vraiment tranquille. Je crois que ça me donne envie de revenir. Ce paradis ivoirien est un lieu où l'on est débarrassé des bruits assourdissants des voitures et la pollution des usines, loin de la ville. Le repos et le jeu sont les seules activités de ce milieu. Et je trouve que c'est un endroit très agréable. Le plan d'eau là ici est magnifique. Et ici on peut faire plein de choses. Pour les enfants c'est parfait. La piscine est super. Et même quand on vient dormir, parce que j'ai déjà dormi ici, c'est un super endroit. On m'avait beaucoup parlé de cet endroit, l'île Boulet, la baie des milliardaires, mais je voulais voir un peu par moi-même si c'était aussi beau que ce qu'on m'a raconté. Et je ne suis pas du tout déçue, c'est magnifique, c'est paradisiaque, on se croirait en Thaïlande ou en Indonésie. Franchement, pourquoi payer des billets d'avion chers là, pour partir là-bas alors qu'on a ça ici? Ici, le chef d'orchestre, c'est lui, Rodrigue, le propriétaire de cet espace. Il emploie 100 personnes environ et brasse chaque année un chiffre d'affaires d'environ 9 millions de francs CFA par mois, selon les saisons. Quand j'ai commencé ici, il n'y avait pratiquement rien. Sorti de l'école en 2004, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là, tout en sachant qu'il y a des épines à traverser. Et c'est cette conviction-là de bâtir un établissement, un complexe hôtelier qui m'a poussé à arriver aujourd'hui là. Par semaine, du lundi au dimanche, on tourne autour de 200 personnes que nous recevons. Et quand on ajoute les sociétés, on peut tourner autour de 300. Vous l'avez sans doute remarqué, le paysage lagunaire n'a rien à envier aux endroits qui font courir les touristes de par le monde. Et la baie des milliardaires à elle seule pourrait apporter des dividendes importants à la Côte d'Ivoire. Accéder à la baie des milliardaires n'est pas donné à tout le monde car, comme le dit le fameux adage, qui veut aller loin ménage sa monture. Toutefois, afin de permettre aux populations de profiter de ce paradis, il serait peut-être temps d'envisager d'instaurer des transports fluviaux à moindre coût en vue de favoriser l'accès à cette nature privilégiée. Aujourd'hui, si on veut aller à Abidjan, il faut partir jusqu'à Avridi avant d'aller à Abidjan. Si tu ne vas pas à Avridi, il faut traverser Delo, aller jusqu'à Azito avant de prendre bateau, aller à Abidjan. Donc tout le temps, nous demandons ça à l'État. Le village à l'origine de ce cadre enchanteur a des attentes. Nous avons actuellement une école primaire de 3 classes. Il nous faut aller à 6 classes. Nous n'avons pas de logement de maître. Et ça, c'est un handicap pour nous. Il nous faut également un centre de santé. Il y a également la route, la question de route. Il y a également la question de l'eau potable. La baie des milliardaires est certes réservée aux personnes de haut standing, mais elle doit être connue et accessible à tous. Comme on le dit souvent, le rêve est permis à celui qui veut rêver. Voilà, le rêve est permis à celui qui veut rêver. Le week-end, n'hésitez plus, allez visiter la baie des milliardaires. C'est un site à visiter si vous vivez en Côte d'Ivoire ou si vous êtes de passage. Nous sommes samedi, place maintenant à la page culture de ce 20h.
poursuivre avec le FESPACO 2019. Le clap d'ouverture est marqué par une édition historique. La 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou s'ouvre donc et est marquée par les 50 ans d'un événement culturel africain de référence. Serge Koléa est notre envoyé spécial. Et nous en saurons davantage avec notre envoyé spécial dans nos prochains journaux. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité de la page culture. On vous retrouve, M. Cléblé Louis et Donatien, pour parler de votre œuvre, La dette qui bouleversa le monde. Vous avez à votre actif 2 ouvrages, je rappelle aux téléspectateurs. Mais avant nos échanges, voyons ce reportage de Franck Quadio qui résume bien votre conte intitulé La dette qui bouleversa le monde. On regarde et on en discute par la suite. Au moment où les animaux parlaient encore le même langage, nul n'était besoin de cacher à son semblable ses desseins secrets. Une question de dette entre le chat et la souris et l'équilibre est modifié. La littérature orale, dans toutes ses déclinaisons, nous est proposée par Cléblé Louis Donatien, enseignant-professeur de lettres. Sa quête de tradition orale le conduit auprès du dépositaire de l'art oratoire de l'Ouest ivoirien. La dette qui bouleversa le monde, 78 pages et 13 chapitres que l'auteur veut vivant s'y côtoient mythes, légendes, poésie et chansons. D'un fait social anodin, plusieurs certitudes bouleversées. Ainsi, alla le monde, mu par des personnages, symboles ou des figures allégoriques, un monde qui, selon Cléblé Louis Donatien, auteur de son premier ouvrage, n'a pas bien changé aujourd'hui. Alors dites-nous, quelles sont les raisons pour lesquelles Bouin-la-Souris a-t-elle contracté cette fameuse dette? D'accord. Comme je le disais à l'entame, la dette, elle est une allégorie pour montrer que tout le monde a une dette envers son prochain. Alors dans l'œuvre, Bouin contracte une dette parce que son champ donc, a fleuri et qu'il attendait une grande moisson. Cette dette la contracte auprès du chat et n'arrive pas à rembourser. Le chat donc va demander à d'autres personnes d'intervenir pour que Bouin rembourse sa dette. Il fait intervenir le coq, le bœuf, le taureau. Il fait intervenir également l'homme et puis mais tous ceux-là le palmier. Ne seront pas solidaires. Alors ceux-là, chacun de ces personnages que Bouin fait que le chat va faire intervenir, va se sentir donc n'est pas concerné par la dette. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, dites-nous, Bouin-la-Souris ne s'est pas adressé aux autres êtres de la faune, mais au chat pour contracter cette dette. Pourquoi? Alors qu'on sait que le chat et la souris sont des ennemis jurés. Alors, à l'origine, le chat et la souris n'avaient pas de problème. Tout le monde vivait paisiblement. Aussi bien le chat et la souris que le lion et l'antilope. Donc, le monde était tranquille. Il était régi par l'homme qui en codifiait, qui en donnait les normes. Et donc qui assurait la garantie de la paix dans le monde. Et cette dette-là va malheureusement venir bouleverser tout. Alors, quel sens donnez-vous à cette dette de Bouin envers le chat? Alors, comme je l'ai dit, donc, la dette de Bouin envers le chat montre que nous avons tous une dette les uns envers les autres. Quel genre de dette? Parce que quand on parle de dette, on parle d'argent. Alors, quel genre de dette nous avons envers les autres? La dette, elle est immatérielle. Dans la société, l'enseignant donc a une dette envers les élèves, les apprenants, à qui il doit donner donc des leçons. Dans l'administration également, les chefs d'administration ont des dettes envers les collaborateurs qu'ils doivent aider à travailler, à servir le peuple. Donc à tous les niveaux de la société, chacun a une dette envers l'autre, envers la société. Donc c'est cette dette-là que j'ai décrite dans cette allégorie. C'est une image en fait. C'est une image. C'est une image. Et quand la dette donc n'est pas remboursée, elle écroule tout autour de l'homme. Pour dire que nous sommes obligés de rembourser cette dette. Nous sommes obligés de rembourser cette dette. Donc c'est ce que le chat dit à ceux qu'il sollicite. Il leur dit que au-delà de nos différences, il y a une dette de société que chacun donc est tenu de rembourser. De recouvrer. Alors, dans le conte, on va revenir au conte. On voit bien que le chat cherchait de l'aide, vous l'avez dit, pour le recouvrement de son bien, mais en vain. Comment vous l'expliquez? Alors, c'est un peu l'image de tout le monde dans la société. Quand il arrive près du coq, le coq dit que je fais partie de la volaille, j'ai des ailes, je m'envole, vous êtes des animaux, donc je ne suis pas concerné par votre dette. Le poisson aussi qui dit qu'il n'est pas concerné. Oui, le poisson dit qu'il vit dans l'eau et les autres, les animaux vivent sur la terre, il n'est pas concerné. Alors, comment vous expliquez cette indifférence des autres? Est-ce que ce n'est pas une bonne manière de ne pas avoir de problème
ne pas se mêler de l'affaire des autres. Pas du tout. Alors, pour montrer que les hommes en société ne pensent qu'à eux-mêmes. Ne pensent qu'à eux-mêmes. L'égoïsme. Ils sont égoïstes, ils sont individualistes, donc ils sont différents ils trouvent qu'ils sont différents des autres. Ils n'interviennent pas quand les autres ont des petits problèmes. D'accord. Alors, le chat et la souris étaient des amis au départ, vous l'avez dit, mais une histoire de dette va les séparer. On ne va pas refaire l'histoire, vous l'avez déjà écrit, mais le chat ne pouvait-il pas remettre cette dette-là? J'y ai pensé en lisant votre ouvrage. D'accord. En pensant au pardon, par exemple. Quand on revient à l'histoire de l'œuvre, le chat observe donc les champs de la souris et il voit que les champs de la souris sont énormes. Une grande production. Et pour lui, c'est un mépris, c'est une foutaise que de ne pas rembourser cette dette alors que la souris a des champs qui sont énormes, qui sont vastes et qui ont bien produit. Alors donc c'était exprès? Oui, il considère cela comme exprès, mais en réalité, la souris n'a pas su gérer son bien et finalement, elle s'en prend à tout le monde. Finalement, c'est une relation en communauté, dans la société que vous décrivez dans cet ouvrage. Comment faire pour rester solidaires, unis entre les hommes? Est-ce possible de revenir à ce monde meilleur que vous décrivez dans cet ouvrage? Alors, c'est le rôle du conte. Le rôle du conte, le conte a une valeur psychodidactique, c'est-à-dire que lorsque la morale est perturbée, lorsque la morale est ignorée, le conte a le rôle de ramener l'individu vers la morale. Nous sommes dans une société qui dans son développement entraîne l'individualisme, entraîne l'égoïsme. Et donc le rôle du conte, c'est de ramener les hommes à un peu plus de solidarité, de ramener les hommes à une socialisation afin que chacun puisse jeter un coup d'œil vis-à-vis de l'autre. D'accord. Alors, le niveau de langue employé dans votre livre est très élevé quand on le lit. Alors, vous abordez des thèmes pourtant très importants. Dites-nous, quel type de lecteur vous visez? Alors, il faut reconnaître que le conte « La dette qui bouleversa le monde » est un conte donc, issu de la tradition et qui est destiné à des adolescents qui entrent dans la vie active. Il fait partie des contes qu'on appelle les contes de 3 lunes, donc c'est la période d'initiation. Quand ils finissent cette période d'initiation, ils deviennent des adultes, ils peuvent fonder un foyer, ils peuvent avoir une plantation. Donc c'est à ceux-là que aux adolescents donc, qui entrent dans la vie active. C'est à tout le monde. Oui, à tout le monde, mais principalement à ceux qui entrent dans la vie active parce que c'est un conte initiatique. Un compte initiatique. Alors, on va donc revenir sur les avantages du remboursement de la dette que nous avons envers les autres. Quels sont les avantages? D'accord. Pour le moment, je vais parler des conséquences. Quand la dette n'est pas remboursée, le monde est bouleversé. Ça, il faut le dire. Dans les couples, il y a aussi une dette de l'époux envers l'épouse et de l'épouse envers l'époux. Et cette dette, faut la rembourser. Quelle est cette dette? Faut le dire de façon pratique. C'est l'amour l'amour de l'homme pour sa femme et la soumission de la femme pour l'homme et vice-versa. Donc dans la société, partout également, même le père envers ses enfants a une dette d'éducation et les fils ont envers leurs parents aussi une dette de soumission, de respect et puis ils doivent également honorer leur père. Donc dans la société, il y a forcément, dans toutes les relations, forcément une dette que l'on doit rembourser. Le boulanger a une dette envers la société, il doit fabriquer du pain pour servir tout le monde. Ainsi de suite. Voilà, alors, dites-nous donc les avantages quand on rembourse ces différentes dettes dont vous venez de parler. Alors, cette dette immatérielle que chacun doit à l'autre, quand elle est remboursée, la société vit un peu plus tranquillement et il n'y a plus de problème et tout va bien. Alors, vous êtes enseignant. Oui. Quelle est la dette que vous avez envers vos élèves? D'accord, c'est de les guider, normalement, de passer à leur formation pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Donc l'actualité, vous savez de quoi je parle? Oui. Alors donc c'est un mot à l'endroit de tous ces enseignants qui nous regardent. Oui, il faut le dire, les enseignants ont une dette envers la société, il faut qu'ils enseignent, mais en même temps l'État aussi a une dette envers le citoyen qui doit être bien traité pour mieux servir l'État. La dette, elle est réciproque. La dette est réciproque. Alors, le conte est généralement destiné à distraire, vous l'avez dit, à instruire, en amusant. Oui. Votre ouvrage est assez instructif. Alors, comptez-vous le mettre en scène et comment? Pour terminer. Oui, je suis dramaturge, certes, mais je suis aussi conteur. Donc, c'est un texte que nous allons mettre en spectacle et que, vous voyez, dans cette œuvre, il y a des mythes, il y a des légendes, il y a aussi la chanson. Donc, c'est un spectacle qui sera très bientôt créé et qui sera donc à la disposition de tous les spectateurs ivoiriens.
Donc, merci beaucoup, M. Cléblé-Louis Donatien, pour cet engagement et surtout de nous avoir invités à prôner des valeurs de socialisation et de solidarité pour construire ensemble un monde meilleur. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas un leurre non plus. Ce n'est pas un leurre non plus. C'est moi qui vous remercie, madame. Et puis félicitations pour le prix que vous avez reçu ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Clé Donatien. Merci d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis, de rester solidaires où que vous soyez. À demain 20h.